Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du rapport Talkwalker et HubSpot sur les tendances 2021 sur les réseaux sociaux. Je suis Alexandre Barré, responsable marketing chez Talkwalker, et pour cette présentation, je vais être accompagné de Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Donc moi, je suis directrice conseil chez OpinionWay, directrice conseil en social media research, l'équivalent de social listening. Et pendant cette présentation, donc, qui va durer environ 40 minutes, nous allons vous présenter le rapport qui a été publié il y a quelques jours par Talkwalker. Pour cette présentation, Claire, de OpinionWay, je vais d'abord vous laisser présenter OpinionWay, Claire. Tout à fait. Alors, OpinionWay, c'est un institut d'études qui a été créé en 2000, donc on a 20 ans cette année. Donc, c'est un institut d'études d'opinion et de marketing. Vous devez sans doute nous connaître par les sondages qui peuvent être publiés dans la presse. On en publie environ 250 par an. C'est un institut d'études qui propose des méthodologies classiques que vous connaissez, qui sont les études quantitatives ou les études qualitatives, mais on a également élargi nos méthodologies. Et depuis presque 6 ans maintenant, par exemple, il y a un département social media research, donc auquel j'appartiens, qui est spécialisé dans l'écoute des internautes et qui tente de mêler toutes ces méthodologies pour arriver à des études qui sont à 360 et qui permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Très bien, merci beaucoup. Pour Talkwalker, Talkwalker, c'est une solution d'écoute et d'analyse sur le web et les réseaux sociaux qui est disponible en 187 langues. Vous pouvez, grâce aux différentes solutions de Talkwalker, analyser les différents textes, images, vidéos et bientôt la voix. Donc, je vous le disais, cette présentation va durer environ 40 minutes et à la fin, nous garderons un petit peu de temps pour répondre aux différentes questions que vous pourrez avoir. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. Clélia, qui est à côté de moi, s'occupe de notre chat et nous fera partager vos questions. Mais n'hésitez pas dès maintenant à interagir avec nous si vous avez des questions. Pour commencer, donc, juste pour vous donner un petit aperçu de ce rapport que nous avons développé en partenariat avec HubSpot. La première édition de ce rapport est sortie en 2015. À l'époque, il y avait 30 millions d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux en France. Aujourd'hui, en 2020, il y en a 39 millions, une croissance de 30% sur la période, alors qu'au niveau mondial, la croissance a été de 60% d'utilisateurs actifs au total. C'est donc la 6e édition du rapport sur les tendances des réseaux sociaux qui sort cette année. La nouveauté pour nous est une série d'entretiens avec des experts que nous organisons, experts qui viennent de Pinterest, de Bacardi, Twitter ou Vimeo. Vous pouvez retrouver les différentes sessions sur notre site internet. Vous pouvez encore y assister. Elles auront lieu plus tard aujourd'hui, demain, jeudi et vendredi. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire pour des sessions en anglais, espagnol, allemand et même japonais. L'objectif de ce rapport, le rapport a un double objectif, c'est de permettre aux marques de mieux se protéger et de mieux se promouvoir, se protéger par rapport à certaines tendances. Nous le verrons lorsque nous évoquerons toutes les tendances, mais par exemple, tout ce qui est lié à la désinformation peut impacter négativement une marque. Donc, l'idée, c'est quand même de mettre en avant des techniques pour se protéger et également des manières de promouvoir sa marque en anticipant, donc en étant dans le proactif plutôt que d'être dans le réactif. Nous avons défini ces tendances tout d'abord en interviewant des experts. Nous avons interviewé des experts au niveau mondial, également en France. En France, nous avons interviewé par exemple Thuyen Nguyen, qui est CMO de Forbes, ou Erwan Gustave de Magnetis, par exemple, qui sont présents dans notre rapport. Nous avons également fait passer plusieurs sondages, des sondages auprès de nos clients, auprès de nos audiences, mais également auprès d'audiences marketing et de professionnels du marketing. Bien évidemment, nous avons utilisé les outils de veille des réseaux sociaux et d'analyse de tendance de Talkwalker, Quick Search, Talkwalker Analytics, l'analyse de sentiments, les conversation clusters. Tout ça
pour nous amener à une liste de 10 tendances que vous avez pu découvrir dans le rapport qui a été publié il y a quelques jours. Ces 10 tendances, nous n'allons pas les couvrir bien évidemment pour des raisons de temps tout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 2 tendances qui sont la numéro 9, les 4 principes clés de la Covid, et la première qui est l'impact des audiences socialement responsables. Si vous avez des questions durant cette présentation, n'hésitez pas, Clélia peut vous répondre sur le chat et nous prendrons un peu de temps à la fin de cette présentation également. Une chose à préciser avant d'aller dans le détail de ces 2 tendances, les 10 tendances que nous avons identifiées ne sont qu'un point de départ. Toutes les tendances sont centrées sur les clients, sont centrées sur les utilisateurs. Il est vraiment important, grâce aux conversations, de comprendre tout ce qui est dit sur votre produit, sur votre service, également sur votre marque. Donc, il est important de suivre les mentions de votre marque, mais également, si vos produits ont des noms différents, de suivre ces conversations. D'intégrer les motivations et les attentes de vos clients dans votre stratégie. L'idée est vraiment de s'aligner et d'être en accord avec les audiences que vous souhaitez engager. Tout ça afin d'analyser intelligemment vos conversations, pas uniquement d'avoir un ensemble de conversations, mais d'être capable de créer des connexions, d'être capable de les analyser intelligemment. Par exemple, être capable de réaliser des connexions entre un avis Google, une conversation Facebook et une interaction avec le support. Tout ça, c'est l'analyse intelligente de vos conversations qui est possible grâce à Talkwalker. Maintenant, concentrons-nous sur la présentation de ce rapport. Donc, la première tendance que nous souhaitons évoquer avec Claire aujourd'hui, c'est la tendance numéro 9, qui sont les 4 principes clés de la Covid. Le premier principe que nous avons identifié, c'est la communauté. La notion de communauté évoque les sujets liés au rassemblement, aux réunions, faire partie d'un ensemble plus grand, souvent au niveau d'une ville ou au niveau d'une rue. Le sans contact, ce sont les technologies qui ont pour but de simplifier la vie, qui étaient déjà présentes. On parle du paiement sans contact, mais ce n'est qu'une partie, de technologie et dont l'utilisation a littéralement explosé au cours des derniers mois. L'hygiène, bien évidemment, tous les sujets liés à la désinfection, au nettoyage des surfaces. Et enfin, la compassion, l'envie de dire merci, l'entraide entre voisins, l'entraide avec les personnes âgées, donc tous les sujets liés à la compassion. Certaines marques se sont déjà positionnées, ont mis en avant des messages pour leurs audiences. Les marques ont communiqué notamment sur les efforts qu'elles ont pu faire, sur ce qui avait été mis en place, par exemple la fabrication de gel, la fabrication de marques. D'autres ont relayé des messages de prévention. Par exemple, sur le slide que vous pouvez voir ici, on a l'exemple de Lego qui, en utilisant sa communication un petit peu décalée, a mis en avant des messages de prévention pour les enfants, notamment sur le lavage des mains. Et d'autres ont mis en avant les procédures ou les efforts pour leurs employés. On a vu de nombreuses campagnes qui intègrent justement ces principes clés de la Covid. Est-ce que, Claire, justement, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des campagnes qui vous ont marqué à titre personnel sur les dernières semaines ou les derniers mois en lien avec ce sujet? Alors oui, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui m'avait fait particulièrement réagir sur le moment. Je me souviens que je l'avais partagée autour de moi, c'était celle de Burger King. Pendant le confinement, qui a fait plein de choses, mais qui avait notamment qui avait proposé la recette du Whopper à faire chez soi. Donc, un espèce de tuto pas à pas sur comment faire cuire son steak, comment rajouter le ketchup, faire la salade, etc. Donc, il y avait vraiment le côté, vous pouvez pas le faire chez nous, donc on vous propose de le faire chez vous et rester chez vous. Et en plus, derrière, ils avaient suivi ces posts sur les réseaux sociaux par un partenariat avec Uber Eats et Carrefour, où en fait on pouvait commander son kit Whopper pour le faire chez soi. Donc c'est vraiment ramener Burger King dans sa maison confinée. Et de toute façon, Burger King, ils ont continué à bien communiquer sur le Covid. Et là, dernièrement, ils ont fait une publicité avec Fred Testo sur comment les magasins
les restaurants, pardon, Burger King aujourd'hui accueillent les clients en respectant les gestes barrières. Donc, ouais, il m'avait bien marqué pendant le confinement et après d'ailleurs. Ok, merci beaucoup. Lors de notre rapport, comme je vous le disais en introduction, nous avons interviewé des experts et l'une des interviews que nous avons fait sur le sujet de la Covid, l'une des citations que nous avons trouvées marquantes vient de Lilac Bullock, qui est spécialiste du marketing du contenu et qui reliait l'envergure internationale de la Covid en disant que c'est forcément quelque chose de colossal et qui anticipe que 2021 sera une année d'expérimentation. En fait, et les deux parties de la citation me semblent très intéressantes, parce que tout d'abord, il est indéniable de dire que la Covid est un phénomène mondial auquel on ne peut pas échapper. Tout le monde a été pris d'un seul coup, et l'idée est de voir comment la planète réagit. 2021 sera une année de test parce que nous ne savons pas, les repères traditionnels, les contenus traditionnels ne prenaient pas en compte forcément ce phénomène. Donc, il va exister plusieurs réponses de la part des marques, soit d'attendre et de laisser passer pour revenir à une situation connue, soit de laisser passer parce qu'il y a trop d'inconnus, soit la dernière option va être de s'adapter et de tester. Et comme pour tout test, il va y avoir des échecs, il y aura même peut-être plus d'échecs que de succès, mais ceux qui vont gagner, ceux qui vont trouver la clé, ceux qui vont arriver à identifier les futurs moyens de communiquer vont gagner beaucoup, vont réussir, vont prendre la part du primo, vont prendre la part de celui qui trouve la solution en premier, et ils nous auront montré qu'ils ont été présents dans un moment délicat. Donc, ces marques-là vont marquer des points auprès de leurs audiences. Lorsque l'on regarde un petit peu les mentions, et ça a été un graphique très intéressant à observer, le premier, ce que vous voyez sur ces deux graphiques, donc en violet clair, c'est les mentions liées à la communauté, en violet foncé, les mentions liées à l'hygiène. On le voit un petit peu moins sur le graphique, mais en bleu, les mentions liées au sans contact, et en vert, les mentions liées à la compassion. Ce qu'on s'aperçoit dans le graphique du haut, qui sont les mentions liées à des comptes personnels, alors que sur le graphique du bas, ce sont les mentions liées aux comptes des entreprises, on s'aperçoit qu'il y a une légère dichotomie entre le contenu proposé par les entreprises, puisque les communautés, le violet clair, est au-dessus du contenu lié à l'hygiène, alors que lorsqu'on regarde les mentions personnelles, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Et en fait, on peut en déduire que par rapport à ce qui était souhaité, par rapport au sujet abordé, au souhait de ce que les audiences voulaient entendre, les entreprises ont une communication légèrement différente. Et du coup, en parlant de souhait, Claire, vous, qu'est-ce que vous avez pu voir dans vos recherches? Alors, nous, ce qu'on a fait, donc on était comme tout le monde, hein, on était confinés, on a beau être un institut d'études, on était des individus aussi, donc le Covid nous a aussi, le Covid nous a perturbés dans nos vies, dans nos activités, et on s'est dit que c'était un moment exceptionnel pour observer des changements et éventuellement la mise en place de comportements. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un dispositif où on a mêlé plusieurs des méthodologies qu'on connaît pour essayer d'avoir le plus d'informations possible sur comment les gens se comportent et vivent le confinement, et ensuite comment ils ont intégré ou non ces changements de comportement dans leur vie. Donc, ce qu'on a fait, c'est que tous les jours, pendant le confinement et l'après-confinement, on a fait des coups de sonde quantitatifs. Donc, on a posé des questions de manière quantitative à des individus. On a créé rapidement après le confinement une communauté de 100 personnes qu'on animait de manière qualitative pour leur poser des questions sur comment ils vivaient les choses, comment ils les ressentaient. Et on a également utilisé le social listening, donc notamment avec Talkwalker, pour comprendre ce qui était mis en avant par les internautes sur le web. Donc, ce que ça a donné, c'était 29
infographies quotidiennes de ma vie confinée, donc pendant le confinement, et 14 de « Et maintenant, que vais-je faire ?» donc sur l'après-confinement. Vous avez devant vous un exemple d'infographie que nous avons publiée après le confinement, donc « Et maintenant, que vais-je faire ?» où on a posé des questions sur des thématiques très précises, aussi bien à notre panel donc, de 1000 individus qu'à notre communauté de 200 personnes. Donc là, par exemple, vous avez un exemple sur « Et maintenant, est-ce que vous allez privilégier de retourner au restaurant sur place ou de faire à emporter ou de la livraison ?» Donc là, par exemple, vous voyez que les gens, 30% des individus interrogés ont dit qu'ils allaient privilégier l'achat à emporter. Et derrière, on animait la communauté pour essayer de comprendre mais pourquoi est-ce que vous préférez aller sur place, pourquoi est-ce que vous préférez emporter. Et puis nous, on allait regarder, par exemple, les mentions de Uber Eats ou de Deliveroo, voir s'il y avait des pics d'activité sur ces sociétés-là. Donc, si on va à la slide d'après, donc fort de ces nombreuses infographies que nous avons fait tout au long de la période, nous avons identifié des tendances, des grandes tendances qui d'ailleurs correspondent en partie à ce que Tokoker a identifié dans son rapport. Et nous avons vu notamment une des tendances clés et phares qui recouvrait tout, mais sans doute que ça ne étonnera personne, c'est que le numérique s'est imposé. Alors le numérique, on entend parler depuis longtemps, donc c'est pas forcément une surprise, mais là, ce qui était intéressant, c'est que on a l'épreuve des faits, c'est-à-dire que pendant un certain temps, les gens ont changé de comportement parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et on sait maintenant que quand les gens parlent de télétravail ou parlent de paiement sans contact ou qui parlent de drive, ben on sait qu'ils savent ce que c'est. Donc la raison pour laquelle le numérique s'impose notamment, c'est que ça correspond bien aux enjeux de santé et d'hygiène. Donc, par exemple, aller au drive, faire ses courses en ligne, aller les récupérer, on se sent plus en sécurité puisqu'on n'est pas en interaction avec d'autres gens. C'est aussi plus vertueux pour l'environnement parce qu'on prend moins la voiture pour se déplacer dans les magasins. Donc ça, c'est plus la livraison. Et c'est simplificateur dans la vie parce que, en fait, ça on le sait, le numérique, ça fait gagner du temps et on n'a pas besoin de se déplacer pour acheter des choses. Derrière, si on va à la slide d'après, on peut voir, on a testé ces items de manière quantitative. Et donc là, vous avez des exemples de questions qu'on a posées à nos individus. Et vous voyez que, par exemple, 80% des actifs qui ont fait l'expérience aimeraient continuer à exercer leur travail à distance, ou du moins en partie. Et là, c'est un chiffre qui est très intéressant parce que autant avant, on pouvait tester la question du télétravail auprès des gens, autant beaucoup n'en avaient pas fait l'expérience de manière dans le dur, quoi, tous les jours. On ne connaissait pas forcément tous les tenants aboutissants du télétravail. Et maintenant, on sait que c'est 80% s'ils souhaitent continuer à exercer leur travail à distance, c'est qu'ils ont trouvé des vrais intérêts là-dedans. Et pareil, on peut regarder les 74% qui veulent privilégier le paiement sans contact. Et ben on sait que, notamment avec le plafond qui est passé à 50 €, c'est une pratique qui est entrée dans les mœurs et qu'ils veulent continuer parce que ça leur a facilité la vie pendant le confinement et après. Donc ça, c'est une tendance, une des tendances clés que nous avons repérées. Et une autre, si on va à la slide d'après. Si je vous interromps juste sur le télétravail, c'est lorsqu'on faisait la préparation de cette présentation, je suis allé m'intéresser un peu aux mentions et au volume de recherche, notamment liés au mot télétravail et téléconsultation. En fait, la mention de télétravail passe de quelques milliers de mentions en début d'année, donc janvier, février, quelques milliers de mentions par semaine, à 170 000 mentions la semaine du 9 mars, un pic qui est vraiment phénoménal. Et sur les 4 dernières semaines, donc 4 semaines début mi-septembre à mi-octobre, on est actuellement autour de 40 000 mentions par semaine, donc un volume de mentions qui est colossal par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment par rapport à un an. Et on est pareil sur la téléconsultation, les volumes ont doublé. On est sur des volumes beaucoup plus petits. On est autour de 3 000 mentions par semaine, mais on est 2 fois plus que ce qui pouvait être fait l'année dernière à la même époque. Et là, la téléconsultation, c'est exactement comme le télétravail, c'est-à-dire que les gens n'ont pas eu le choix.
Donc, pendant un certain moment de leur vie, ils ont dû recourir à la téléconsultation pour aller voir le médecin. Et on sait que ceux qui déclarent vouloir recourir plus, finalement, il y a une expérience qui fait que ces chiffres sont intéressants à prendre en compte. Ce n'est pas forcément des déclarations sans expérience. Là, il y a l'épreuve des faits du confinement. Donc, c'est là que c'est intéressant de faire résonner tout ça. Et une autre tendance que nous avons identifiée, une grande tendance que nous avons identifiée avec nos diverses études pendant cette période, c'est la priorité qui est faite au local. Encore une fois, c'est une tendance qui est intéressante parce qu'elle est au croisement de plein de choses qui sont très importantes aujourd'hui en temps de crise sanitaire. Donc, encore une fois, ça correspond à des enjeux de santé parce qu'on estime qu'on est plus sûr de ce qu'il y a dans notre assiette quand ça vient d'un agriculteur qui serait à côté. En termes d'environnement, pareil, c'est mieux parce qu'il y a moins d'externalités négatives. Et en plus, là, on a la question de la solidarité, donc qui rejoint un peu la question de la communauté qui avait été vue dans le rapport. C'est que si on consomme local, on se dit qu'on va aider les agriculteurs ou même les commerçants à côté de chez nous. Et en plus, avec tout ça, vu qu'on est en crise épidémique et économique, en plus, on donne la priorité à l'économie française. Nous, ce qu'on a vu du côté la plus des conversations en ligne, c'est qu'on a vu ce local, cette nécessité de soutenir les commerces de proximité et les producteurs locaux. On a vu les conversations s'intensifier. Et en plus, on a vu que ça s'inscrivait dans un phénomène qui est plus large, qu'on voit monter depuis un certain temps, mais qu'on a clairement vu pendant le confinement, pardon, et c'est le consommer autrement. Le consommer autrement, c'est quelque chose qu'on voit vraiment apparaître notamment sur Instagram et qui a connu un certain niveau de conversation pendant le confinement et qui continue aujourd'hui. On est vraiment dans le locavorisme qui s'inscrit dans le consommer autrement, qui clairement a connu un coup de pouce avec la crise sanitaire. Et ce consommer autrement, ça me permet de faire la transition avec l'autre tendance qu'on voulait explorer, les audiences socialement responsables. Et donc l'avènement du citoyen acteur. Ce que vous voyez devant vous, l'affirmation « les gens peuvent changer la société par leurs choix et leurs actions », c'est une affirmation qu'on teste dans notre baromètre la confiance politique qu'on fait pour le Cevipop depuis des années. Ça fait une dizaine d'années qu'on le fait. Et si on voit la slide après, on voit que cette affirmation, les gens peuvent changer la société par leurs choix et leurs actions, aujourd'hui, c'est plus de 9 personnes sur 10 qui y adhèrent, qui disent oui, je suis d'accord avec ça. Il faut savoir que, cet item en février, puisque la dernière vague c'était en février, c'était 78%. Donc on est passé de 78% des gens qui sont d'accord avec l'affirmation les gens peuvent changer la société par leurs choix et leurs actions à 93%. C'est vraiment extrêmement significatif d'un point de vue quantitatif. Et nous, ce qu'on voit dans nos diverses études, c'est que la prise de conscience du citoyen acteur, elle passe certes par exemple les activités sur les réseaux sociaux, communiquer auprès des entreprises pour les faire agir comme on souhaite, mais elle passe aussi par les actes d'achat. Ce que vous voyez devant vous, c'est une étude que nous avons faite pour Rakuten qui est sortie en juin, où on voit que 7 personnes sur 10 comptent consommer différemment avec davantage de produits plus respectueux de l'environnement à leur sortie de la crise et du confinement. Donc on a vraiment ce moment charnière du confinement où les gens ont eu le temps de se poser, ont eu le temps de réfléchir à leur place dans la société, à leur manière de consommer, à leur manière de vivre. Et en sortie de confinement, on a vraiment des intentions qui sont claires sur moi, citoyen, moi, consommateur, qui peut agir sur le monde autour de moi. Après, nous, notre rôle en tant qu'institut d'études, c'est d'essayer d'éclairer les différents chemins, mais on ne peut pas être devant. Et on ne sait pas exactement comment les choses vont... on ne peut pas avoir de certitude sur est-ce que les gens vont vraiment consommer de cette manière ou pas. On sait que c'est des intentions. Après, notre rôle à nous, c'est de le faire résonner avec d'autres chiffres qu'on peut avoir, d'autres intentions qu'on voit pour voir si
ces comportements, ces perceptions et ces intentions vont vraiment perdurer. Et par exemple, la question de l'achat qui serait un acte de citoyenneté, il faut aussi le mettre en regard avec d'autres chiffres qu'on peut avoir. Et si on va à la slide d'après, là, ce que vous avez devant vous, c'est est-ce que les gens qui disent s'ils ont oui ou non des craintes sur leur situation financière personnelle. Et la ligne rouge, vous voyez les individus qui estiment que leur situation financière personnelle va se dégrader. Donc, il faut toujours se rappeler qu'il y a des contraintes et des éléments d'arbitrage dans la vie des individus, et notamment sur la question de l'achat, qui sera un acte d'achat citoyen, consommateur, etc. Il faut aussi le mettre en regard avec les réalités des individus. Et par exemple, là, la question de la situation financière qui inquiète un certain nombre d'individus. Donc, la question de l'incertitude, elle est toujours, nous devons toujours nous la prendre en compte en tant qu'institut d'études, mais c'est vrai que là, en plus, on est dans une situation très particulière pour tout le monde, et les incertitudes sont plus qu'importantes, et c'est à nous d'éclairer des chemins possibles sans dire à 100% que la société va prendre tel ou tel chemin. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'impact des audiences, hein, du coup, on a glissé à travers vos slides sur la tendance numéro 1, qui est l'impact des audiences socialement responsables. On a couvert ici un des aspects, mais c'est un sujet qui est très vaste, qui peut se dériver sur des sensibilités politiques, sociales, environnementales ou la santé. C'est le graphique, c'est le Conversation Cluster que nous avons mis en illustration de ce slide. Il y a plusieurs groupes qui sont touchés via cette tendance. On peut y mettre un filtre générationnel, notamment avec les générations Z ou Alpha qui sont en train d'arriver et qui sont totalement maîtres des réseaux sociaux, qui sont nés avec et qui savent les manier à la perfection. Des filtres de sensibilité, sujets, donc c'est ce que nous mettons ici sur l'environnement, la société, etc. Et ce que les réseaux sociaux permettent, c'est de mettre en relation des gens qui ont des sensibilités communes, leur permettre de se rencontrer, d'interagir, de faire évoluer leurs pensées, de partager des idées et parfois d'interpeller les acteurs qui peuvent être des gouvernements, des influenceurs, mais également de plus en plus des marques. Et c'est pour ça que cette tendance est intéressante à analyser. Pourquoi est-ce que c'est important après tout pour une marque? Pourquoi aller se pencher sur des sujets très sensibles et potentiellement non consensuels avec un fort risque de s'aliéner une partie de son audience? Et la réponse, c'est que par rapport aux dernières études qu'on a pu voir, c'est 1% des millénials déclarent qu'une annonce intéressante crée un sentiment de confiance. Donc ça veut dire que la défiance vis-à-vis du marketing classique, vis-à-vis des messages publicitaires, va croître. Et les millénials, la génération Z et Alpha qui est en train d'arriver, sont les consommateurs de demain. Donc il est nécessaire de trouver des nouvelles solutions d'engagement, de se positionner pour en créer justement la marque, pour en créer une marque auprès de ces générations. Lors de la préparation de ce rapport, nous avons discuté notamment avec Jérémy Dumont, qui anime le collectif Pourquoi tu cours. Et moi, l'une des citations et l'une des parts de citations qu'il a dit, qui m'a vraiment marqué, sont les influenceurs, puis les Instagrammeurs lors du confinement, ont mobilisé leurs audiences sur des sujets. Et le confinement a donné l'occasion à des marques de prendre ou de reprendre leur place dans la société et de montrer leur utilité dans leur communauté. Il est indéniable qu'avec le temps que nous avons tous eu, le temps s'est un petit peu arrêté, a ralenti, et on a pris le temps de réfléchir à notre utilité à tous. On a vu des artistes faire des concerts gratuitement en ligne pour animer leur communauté, montrer ce pourquoi ils étaient doués et reprendre leur rôle malgré la situation, montrer qu'ils étaient ouverts, montrer qu'ils étaient présents.
L'objectif de ce slide, qui est l'avant-dernier de cette présentation, est vraiment de donner des idées actionnables. Pour la plupart d'entre vous qui assistez à cette présentation, vous êtes en charge de marques, ou vous travaillez pour des marques. Et l'idée, c'est, nous avons listé ici 5 actions en lien avec nos 2 tendances. Et l'objectif, c'est de les passer en revue et de vous donner des actions, des idées actionnables pour pouvoir impacter votre stratégie pour 2021. La première action, c'est de s'intéresser aux tendances et aux analyses des tendances mondiales. Ça veut dire aujourd'hui, potentiellement, vous faites de la veille ou vous surveillez vos concurrents, mais l'objectif serait également de les regarder pas uniquement sur vos marchés domestiques, mais sur leur périmètre à eux. Afin de comprendre le marché mondial, pour comprendre ce qu'il se passe dans d'autres pays. Des solutions ou des tendances vont peut-être émerger sur des marchés où vous n'êtes pas présent, mais où vos concurrents vont être présents. Et si ces solutions fonctionnent, si vous ne voulez pas être à la traîne, il faut que vous soyez en mesure de les observer. Parce que forcément, si dans un marché où vous n'êtes pas présent, un concurrent trouve une solution de communication ou trouve des axes pour engager plus efficacement leurs audiences, ils vont le répliquer à travers d'autres marchés et vont peut-être prendre de l'avance. Donc l'idée ici de vous intéresser aux tendances mondiales, c'est de comprendre ce qu'il se passe sur d'autres marchés, ce que vos concurrents font et potentiellement ce que les concurrents de vos concurrents font sur d'autres marchés qui ne seront peut-être pas forcément présents en France, mais ils vont eux aussi avoir des idées. La deuxième action, c'est de comprendre la position de votre marque dans la crise. Avez-vous une opportunité de communication? Le secteur dans lequel vous vous trouvez, est-il une victime directe, collatérale, ou au contraire a bénéficié de la crise? De manière plus concrète, les vendeurs de pâtes, de papier toilette les fournisseurs de logiciels de conférences en ligne n'ont pas vécu la même crise que les restaurateurs, les fleuristes ou les vendeurs de voitures, par exemple. Donc, une fois que vous avez analysé comment est-ce que votre marque, comment est-ce que vos produits sont positionnés par rapport à la crise, peut-être la question la plus importante, c'est est-ce que vous êtes légitime pour parler? Certaines marques ont essayé de parler alors qu'elles n'étaient pas légitimes et la plupart du temps, c'est mal accueilli. Donc, l'idée, c'est est-ce que vous êtes légitime pour parler sur un sujet? Et pour cela, vous pouvez tester votre message sur des échantillons. Au lieu de, si vous tentez un nouvel axe de communication, au lieu de le mettre directement live sur Facebook à toute votre communauté ou sur Instagram, etc., testez auprès d'échantillons, observez les réactions. Observez, est-ce que vous obtenez une viralité intéressante? Est-ce que votre post est partagé? Quelle est l'analyse des sentiments? Est-ce que vous générez un sentiment positif? Est-ce que, au contraire, ça génère un sentiment négatif? Et donc, vous allez pouvoir, auprès d'échantillons, analyser l'impact de vos communications. La troisième idée est de mettre votre marque et vos audiences sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on voyait un petit peu plus tôt sur la partie avec les 4 clés de la Covid et notamment les différences qu'on a pu avoir entre les sujets abordés entre la communauté et l'hygiène. Donc les différences entre ce qu'attendaient les audiences, ce dont parlaient les audiences par rapport à ce que les entreprises ont pu aborder dans leurs conversations. Écoutez, comprenez les attentes, comprenez les sujets dont parlent vos audiences. Être aligné est vraiment critique. Après, vous pouvez orienter la conversation dans votre direction, mais il est nécessaire avant tout de délivrer sur les attentes de base. Et pour cela, il faudra avoir une connaissance pointue de trois points. Le premier, c'est le sujet sur lequel se positionner. Le deuxième, c'est le format. Quel est le format? Est-ce que c'est une vidéo, une infographie? Et le troisième, c'est le support. Sur quel réseau social est-ce qu'il vaut mieux se positionner?
Une fois que vous avez trouvé ce trio gagnant, vous pourrez engager vos audiences. Le quatrième point, c'est d'axer votre stratégie marketing sur votre mission. Quelle est la mission de votre entreprise, de votre marque ou de votre produit? C'est en revenir aux fondamentaux, aux bases, afin de créer un lien émotionnel avec vos audiences. Il existe 11 tactiques que nous avons identifiées dans un rapport en 2020 sur les marques préférées. 11 tactiques mises en œuvre par les marques qui créent le plus d'engagement au niveau mondial, mais également en France, en Belgique et en Suisse. Nous avons publié 3 rapports spécifiques sur la préférence de marque en juin 2020. Ils sont disponibles sur notre site internet. Si vous voulez voir comment la création de liens émotionnels permet de créer une marque engagée, permet de créer une marque qui arrive à engager positivement ses audiences, cela permet de faire la différence. Notamment, le marketing de la nostalgie fait partie de ces 11 tactiques que nous avons listées en juin et elles se retrouvent dans les tendances de notre rapport 2021. Le dernier point qui est tout aussi important, qui est d'aligner vos stratégies marketing et vos stratégies de relations publiques. Revérifier vos positionnements, revérifier les données. Avoir des données permet de mesurer de manière froide et sans émotion, est-ce que vos contenus fonctionnent, est-ce que vos messages sont alignés. Si les départements marketing et communication sont séparés, revérifier ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qui a été testé, les résultats obtenus par le passé. Si vous ne l'avez pas encore aligné vos stratégies marketing et RP, HubSpot a sur son blog un excellent article sur comment y arriver pas à pas. C'est vraiment très didactique et ça permet de se poser, cet article permet de se poser les bonnes questions pour voir si tout est en place ou au contraire s'il faut retravailler certains messages. On arrive à l'échéance, au dernier slide de cette présentation. Je vois que nous avons eu beaucoup de questions sur le chat. Merci beaucoup tout d'abord pour vos questions. Et du coup, Clélia a pu répondre à la plupart d'entre vous, mais elle m'a fait passer certaines questions. La première est: où peut-on récupérer la présentation? Est-ce que la session sera disponible en replay? Alors, la réponse est oui. À partir de demain, la session sera disponible en replay sur notre site internet. Donc, si vous souhaitez la revoir ou la partager avec d'autres personnes, n'hésitez pas. Et la présentation sera également disponible à l'issue de cette présentation. Donc, vous recevrez un email avec un lien de téléchargement. Une deuxième question, et peut-être Claire, vous pouvez y répondre, et y a-t-il des différences de tendances selon les secteurs d'activité? Y a-t-il d'autres tendances que vous avez pu identifier qui sont à considérer pour 2021? Alors, oui, effectivement, les tendances changent selon les secteurs d'activité. Comme vous l'avez dit, vous, tout à l'heure, c'est que tous les secteurs d'activité n'ont pas vécu notamment la crise du Covid-19 de la même manière. Nous, ce qu'on voit vraiment dans les tendances qui sont très générales, qui sont claires et dont on a déjà parlé, c'est l'avènement de la question environnementale comme ligne de mire pour beaucoup de consommateurs. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi bien au niveau du social media. N'importe quelle personne qui travaille dans les réseaux sociaux saura que la question du développement durable, de l'environnement sont devenus des sujets qui concentrent beaucoup d'intérêt, mais c'est quelque chose que nous aussi, on voit apparaître en dehors des réseaux sociaux. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans les manières de communiquer sans doute à partir de 2021. En sachant que cette année, on a une crispation entre les enjeux environnementaux qui sont clairs pour tout le monde, pour tous les consommateurs, tous les individus, et ce que je disais, la question
de la situation personnelle des individus qui vont nécessairement rentrer en ligne de compte à partir de maintenant et de l'année prochaine. Mais c'est vrai que nous, on voit vraiment la question environnementale prendre un poids très important. Et c'est pas quelque chose qui est que dans un noyau qui serait dur et qui s'exprimerait vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, qui serait pas du tout quelque chose qui toucherait le reste de la société. En général, on voit vraiment des phénomènes qui se reversent, c'est-à-dire qu'effectivement, on a sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou sur YouTube ou même sur Twitter, des internautes qui sont extrêmement investis dans la question climatique. Alors, on l'avait vu avec On est prêt, etc. Mais en fait, c'est des discours qui vraiment infusent la société et qui touchent beaucoup plus de gens que ce noyau un peu dur. Par exemple, on avait fait, c'est un peu connexe, on avait fait une étude sur le véganisme et parce que les véganes sur les réseaux sociaux sont extrêmement prolixes, alors que ils comptent pour l'instant pour environ 1% de la population. Et en fait, ce dont on s'était aperçu, c'est que les véganes sont extrêmement prolixes, ils mettent en avant leur combat politique, etc. Et en fait, leurs idées touchent l'ensemble de la population. Et en fait, par exemple, on voit que le flexitarisme, qui est une tendance qui tend à grimper vraiment pour le coup, c'est pas que 1% de la population. Là, nous, dans nos chiffres, on est plus à 25-28%, donc c'est énorme. Les flexitariens, et en fait, ils sont très sensibles au discours mis en avant par les véganes sur le web. Donc en fait, il y a une espèce d'effet de vase communicant, et en fait, ce qui peut paraître vraiment une cible très précise, très très prolixe en ligne, en fait, elle a quand même un impact sur le reste des individus. J'ai reçu une autre question sur le chat, merci beaucoup, qui est: pensez-vous que ces tactiques émotionnelles peuvent être efficaces en marketing B2B? Alors c'est vrai que de manière intuitive, la connexion sur le B2C, la connexion émotionnelle avec les audiences semble plus évidente à faire. Après, si je repense un petit peu déjà, nous, au marketing que l'on fait, et ensuite à l'étude que nous avons menée en juin dans le rapport sur les marques préférées, on s'aperçoit que dans les marques qui arrivent à le mieux engager leurs audiences, il y a des entreprises en B2B qui peuvent être assez surprenantes. Je me souviens notamment dans le rapport pour la Suisse qu'une entreprise qui s'appelle Givaudan, qui fait des arômes pour l'industrie, donc qui est vraiment sur du B2B, faisait partie des entreprises qui arrivaient à le plus engager. Lorsqu'on parle de tactique émotionnelle, on n'est pas nécessairement en train de dire il faut que ce soit de l'amour ou de la haine. Ça peut être de faire également réagir les gens sur leurs valeurs. Claire parlait à l'instant de l'environnement. Donc, si une entreprise cherche des fournisseurs en B2B et que les valeurs mises en avant sont également alignées, à ce moment-là, on n'est pas nécessairement en train de parler de marketing émotionnel similaire à du B2C, mais il est possible, à mon avis, et je serais curieux de savoir, vous Claire, ce que vous en pensez, mais de jouer sur des émotions, ça ne sera pas les mêmes que dans des processus B2C, mais au moins pour générer de l'intérêt, pour générer de la curiosité et créer de l'engagement, créer des conversations initiales. Je pense que oui, le marketing B2B peut quand même intégrer des tactiques émotionnelles. Après, il est vrai que lorsqu'on va passer à de la négociation de contrats et à des revues avec les différents départements, ça sera peut-être un peu moins émotionnel, mais je pense que sur la partie marketing, c'est possible d'intégrer certaines tactiques. Oui, je suis raccord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est moins évident sur du B2B parce que ça n'implique pas les mêmes relations entre les parties prenantes. Mais effectivement, sur des grands sujets, comme vous l'avez dit, l'environnement, qui est un de mes dadas aussi, il y a des choses sur lesquelles qui peuvent jouer sur ce que vous disiez, en fait, aligner aussi tout ce qui est autour des enjeux sociétaux et environnementaux.
Je vais prendre une dernière question qui m'a été transmise et nous pourrons conclure comme ça ce webinaire à l'heure, qui est des exemples de communication maladroite sur les réseaux sociaux en lien avec le Covid. Alors, il en existe plein. Je pense que si vous allez chercher sur Internet ou sur certains groupes Facebook, vous pourrez trouver énormément d'exemples. Je pense que par rapport à ce que nous avons pu voir lorsque nous avons rédigé ce rapport et par rapport aux interactions que nous avons pu avoir avec différents acteurs, la question primordiale à se poser, c'est est-ce que ma marque est légitime pour se positionner sur le sujet et comment mettre en avant les actions de ma marque. Certaines marques ont bénéficié d'un effet d'aubaine, se sont dit il y a quelque chose à faire, vite, postons sur les réseaux sociaux sans trop réfléchir à est-ce que c'était de l'opportunisme ou pas. Généralement, ça s'est très mal passé, ça n'a pas eu des effets positifs parce que les gens ne sont pas non plus totalement dupes pour être transparents. Du coup, la question première à se poser, je pense, c'est vraiment est-ce que nous avons une légitimité à parler? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le faire? L'exemple, je pense que vous avez donné, Claire, sur Burger King et la campagne qu'ils ont pu faire, c'est pas forcément, on n'est pas en train de se dire forcément de prime abord Burger King est légitime pour parler à propos de la Covid. Et en fait, ils ont réussi à trouver un angle d'approche qui crée cette légitimité. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez un point de vue sur ce sujet, des exemples de com maladroite en lien avec la Covid. J'avoue, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais c'est vrai que sur Burger King, vous avez raison, c'est-à-dire que là, le Burger King, c'est limite posé en marque servicielle, en fait, et c'est là qu'elle a réussi à jouer un bon coup, c'est-à-dire elle n'était plus dans le vendeur pur, mais elle était dans comment vous aider à supporter le confinement, donc c'est là que c'était intéressant. Et puis, ce que vous disiez aussi, il faut connaître son environnement, c'est-à-dire que quand on communique, il faut connaître également ses détracteurs et potentiellement sur quel sujet vous allez pouvoir recevoir des critiques si tant est que c'est le cas pour ajuster sa communication. C'est-à-dire que parfois, j'ai pas d'exemple sur la Covid, mais parfois sur des questions qui seront plus sociétales comme la question d'égalité femmes-hommes ou des choses comme ça, et il faut aligner sa communication avec la raison d'être de la société et la manière dont elle est sur ces sujets-là. Ça sert à rien, comme toi, tout le monde le sait, hein, j'invente pas le chose, mais communiquer sur un enjeu sur lequel on n'est peut-être pas à jour, c'est plus tendre le bâton pour te faire battre qu'autre chose, quoi. Une dernière question pour vous, Claire, qui est peut-on avoir les infos pour les rapports et études d'OpinionWay? Juste, nous rajouterons les coordonnées, alors peut-être de Claire, en tous les cas sur le dernier slide, je ne les ai pas rajoutés ici, mais je rajouterai vos coordonnées, Claire, et comme ça vous pourrez rentrer directement en contact avec OpinionWay. Ouais. Voilà. Oui, puis là, en l'occurrence, juste 2 secondes, les études dont j'ai parlé, c'est des études qui sont publiées, donc elles sont facilement trouvables en ligne. Très bien. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on va revenir vers vous très rapidement. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Merci à vous, Claire, pour toutes ces informations. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et une bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir.